C'est bon, on se met en place. Donc je vais accueillir, enfin j'accueille déjà Julien Belot, qui est donc membre CIC. Peut-être Julien, on va commencer cette conférence. Alors plutôt d'actualité économique. L'idée c'est que moi je vais me mettre un peu en retrait, je vais te poser les questions et on va te laisser partager un peu ton expertise sur des sujets macroéconomiques, un peu qui nous touchent nous en tant qu'entrepreneurs ou acteurs de l'innovation en tout cas. Est-ce que peut-être pour commencer ça, tu peux te présenter ce que tu fais au CIC et puis un peu l'ensemble de ton activité. Alors bonjour à tous, je suis Julien Belot, je travaille à la salle des marchés du CIC Ouest. Donc on intervient, pour faire simple, on intervient pour aider les entreprises à couvrir leurs risques de change, de taux et de matières premières. Alors vous allez le voir, vous allez vite comprendre qu'on est très occupé en ce moment. On va parler un peu matières premières, on va parler un peu de taux. Voilà, on est content parce qu'on est bien occupé, nos clients sont quand même très inquiets. Donc on échange beaucoup toute la journée. Et notamment, on échange à travers l'économie et l'actualité macroéconomique. Et donc on va partager quelques informations avec vous. Alors je ne suis pas là pour on va parler d'actualité que vous connaissez bien, puisque on en entend parler beaucoup, mais c'est bien de refaire un point à un moment donné et de comprendre dans quel contexte économique on vit aujourd'hui. Super, merci Julien. Alors, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à les garder et à nous les poser plus tard. D'abord, je vais lui poser les miennes et puis après, vous poserez les vôtres si ça vous va. On fera comme ça. Et si vraiment c'est dans le sujet, bon, allez, bon. Si on veut que ce soit un peu vivant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et juste une dernière précision, j'ai oublié de vous dire. Donc, les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué qu'on était sur un golf. Et en fait, juste ici, vous avez le trou numéro 18. À partir de, donc, qui est le dernier trou du parcours, à partir de 11h30, midi, les premiers golfeurs vont revenir sur le parcours. Et certains d'entre eux ne sont pas extrêmement doués. Donc si ça crie balle, abritez-vous de ce côté de la tente. C'est bon, on est parti, Julien. Allez, écoute, on est parti. peut-être le premier gros sujet qui occupe pas mal l'actualité économique, c'est la guerre en Ukraine, évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu déjà d'une façon un peu globale, comment ça nous impacte ici en France et comment ça risque de nous impacter dans les mois qui arrivent? Alors oui, ce conflit, alors évidemment, on va mettre de côté le drame humain qui l'amène, mais comment nous, économiquement, on est impacté. Vous l'avez sûrement vu, hein, la Russie et l'Ukraine, d'ailleurs, sont des gros producteurs de plein de matières premières. Je crois que la Russie plus l'Ukraine, ça doit faire 30% des exportations mondiales de blé. On va parler un tout petit peu alimentaire à un moment donné parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Ça va peut-être être le vrai sujet, parce que ça va toucher des populations entières. Au-delà de ça, vous avez dû bien vous rendre compte qu'il y avait aussi des difficultés énergétiques depuis cette crise. Alors, en vrai, les hausses du pétrole notamment et un peu de l'énergie dataient d'un tout petit peu avant la crise, mais évidemment sans aucune mesure avec ce qui s'est passé après. Donc la Russie est évidemment exportatrice, est un très gros exportateur de pétrole. Et je crois que toute la partie hydrocarbures doit représenter 46% des exportations globales de la Russie. Donc ça les touche évidemment énormément, mais au-delà de la Russie, pour l'Europe, c'est aussi un vrai sujet, puisque l'Europe est extrêmement dépendante des importations russes sur la partie énergétique, que ce soit le pétrole, le gaz, et on commence à avoir des gros sujets, puisque ce conflit a amené des sanctions. Et donc je ne sais pas si vous le savez, mais l'Europe a décidé de mettre un embargo sur le pétrole russe d'ici la fin de l'année. Alors sur le papier, c'est bien, ces sanctions, c'est bien, mais on ne sait pas encore comment va se passer et du pétrole et du gaz russe. Pour information, le gaz russe, c'est 45% de nos importations de gaz en Europe. Donc si on n'a plus le gaz russe, on ne sait pas comment on va faire. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les grands distributeurs d'énergie qui sont intervenus il y a quelques semaines, qui se posent des questions sur la fin d'année. On le fait court, hein, mais toute l'année, les pays constituent des stocks de gaz pour pouvoir affronter l'hiver. La France doit être autour de 56%, devrait être un peu plus important, et
la Russie vient de décider de réduire de 60% son exportation de gaz vers l'Europe. Donc alors qu'on est en train de reconstituer nos stocks et que tous les pays sont en train de reconstituer leurs stocks de gaz, la Russie vient de couper les vannes. Et ça, c'est avant l'embargo. L'embargo, il a lieu fin d'année, Alors, c'est ça, l'embargo sur le pétrole, alors, il faut comprendre que les pays européens ont décidé de mettre en place des sanctions. Donc ils ont dit, on va arrêter Monsieur Poutine, on va arrêter de vous acheter du pétrole. Évidemment, ça embête Poutine, mais en fait, Poutine, plutôt que d'attendre les embargos annoncés par l'Europe, lui a décidé de couper les approvisionnements de pétrole et de gaz. Donc il va en amont. Alors, pour le dire un peu dur, il se tire aussi une balle dans le pied, puisqu'on est évidemment des gros importateurs c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de pétrole et de gaz russe. Mais il explique bien que. Alors, il a des alternatives. Hein. Il s'est tourné un peu vers la Chine, vers l'Inde. Il a des alternatives. Mais c'est sûr que ça va peser très fort. Hein. Je vous disais tout à l'heure, 46% des exportations d'hydrocarbures pour la Russie, c'est énorme. Du coup, oui, les sanctions commencent alors même que l'Europe n'est pas prête. Enfin, on a mis en place des embargos, on a voulu mettre en place des embargos sur fin d'année, mais on n'est clairement pas prêt. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'hiver. Alors, si l'hiver est doux, on devrait à peu près s'en sortir. Si l'hiver est un peu rude, il y aura des coupures. On est à peu près sûr qu'il y aura des coupures. Les distributeurs nous l'ont dit. Ils vont devoir couper l'approvisionnement des entreprises. Alors ça touchera plutôt les entreprises, très énergivores. Donc il va y avoir forcément des répercussions économiques. Évidemment, si une entreprise arrête de travailler, il y a une répercussion économique. Et ça, quel que soit son mix énergétique, en gros, la société. Alors, ils vont effectivement regarder la nature de l'énergie utilisée, mais là, on parle surtout du gaz. Sachant que le gaz est un élément important du chauffage aussi des particuliers en France. Donc, ils sont déjà en train de demander aux particuliers de baisser de quelques degrés, plutôt de mettre des pulls cet hiver, plutôt que de continuer de faire fonctionner les chauffages à plein. Donc voilà, on est touché de plein fouet par ces embargos et ces sanctions. C'est un vrai sujet. Le pétrole et le gaz, on ne sait pas encore comment on va faire face. Alors, on a évidemment des solutions. On cherche du gaz liquéfié. Alors, les États-Unis sont un gros producteur de gaz liquéfié. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une semaine, une des très très grosses productions de gaz liquéfié a pris feu, voire a explosé au Texas. Donc on enchaîne un peu les mauvaises nouvelles. Alors je suis désolé, c'est un peu noir ce que je vous dis, on va essayer de faire mieux sur la fin, mais en ce moment, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Donc voilà, je pense que vous avez compris qu'on c'est un peu compliqué. La Norvège, qui est le deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une grève, hier des gens dans les usines de gaz. Donc voilà, c'est... la grève s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Mais voilà, il y a un vrai sujet. Et ce sujet, donc on a parlé de l'énergie. Je vous parlais tout à l'heure de l'alimentaire, j'y reviens 5 minutes. Je vous disais que l'Ukraine plus la Russie, c'est 30% des exportations mondiales de blé. Nous, on regarde de très très près tous les pays d'Afrique du Nord et l'Égypte. L'Égypte qui est un très très gros producteur de blé mais qui n'en produit pas. On craint, alors depuis 3-4 jours là, on a l'impression que les récoltes vont être plutôt bonnes, donc on est un peu plus rassuré, mais on a longtemps cru à des famines qui pouvaient arriver. Je suis désolé, je suis encore un peu noir, mais à des famines. Et là ça nous inquiète beaucoup plus parce que si jamais il y a des retournements de gouvernement, des manifestations, etc., c'est toujours lié à un moment à un problème alimentaire. Donc on regarde aussi la stabilité des pays et ça pourrait être une cause d'instabilité dans certains pays de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'on regarde ça de près. La situation a l'air de s'améliorer un tout petit peu. Je vous dis, les récoltes ont l'air plutôt correctes. Et il y aura des voies en Ukraine qui vont... la Russie est capable d'exporter et l'Ukraine va aussi pouvoir finalement exporter un peu de son blé. Et je finis juste, parce qu'il n'y a pas que ça. Il
il y a aussi un gros sujet climatique en ce moment, qu'on souhaite en parler ou pas. On a parlé à un moment de l'Inde, qui est un très gros exportateur de blé, et qui a arrêté d'exporter son blé parce qu'il considérait qu'avec les chaleurs qu'il y avait dans le pays en Inde, ils ne pourraient pas répondre à leurs demandes domestiques. Donc ils ont simplement arrêté les exportations. Donc voilà, il y a quelques sujets en ce moment pas très heureux. Merci Julien. Non, mais c'est complet. Et donc ce que tu expliques, c'est que ça, ce sont des facteurs qui pourraient entraîner plus de choses, plus de crises encore, mais pas forcément. On est quand même pas sur le worst case scénario, quoi. Bah, le worst case scénario, ça aurait été des récoltes catastrophiques, ce qui a l'air de ne pas être le cas. Aujourd'hui, on a quand même donc, une bonne moitié d'approvisionnement de gaz qui est déjà là, donc on a un petit peu de stock, mais c'est clair que ça ne suffira pas. Après, on va croiser les doigts pour un hiver doux. Non, ce qui nous inquiète surtout, et on va peut-être en discuter après, c'est que tout ça apporte évidemment des hausses de prix partout. On a parlé des sanctions qui font monter le gaz. Le gaz a pris plus 650% depuis la sortie de Covid, l'électricité plus 350%. Enfin, voilà, on parle vraiment de très très grosses hausses de prix. Une économie ne tourne pas sans énergie. Ça veut dire que si l'énergie coûte plus cher, il va falloir à un moment donné soit trouver des solutions en interne pour les entreprises, soit pouvoir répercuter les coûts. Et c'est bien sûr par là qu'on se dirige. Et ça, évidemment, ça va être un gros sujet de hausse des prix un peu partout, quoi. Et on est loin d'avoir comblé les hausses de prix qu'on observe. Et ça peut dépasser juste le simple sujet de l'énergie et de l'alimentaire au final. On va discuter après inflation. Et l'inflation, ça va être le vrai sujet. Oui. Et tu disais, alors, pour continuer un peu sur la guerre en Ukraine, avant de parler de l'inflation, tu disais que eux, leur échappatoire, c'est plutôt la Chine, au niveau des sources d'approvisionnement. En partie la Chine, tu disais, comment nous, ça joue sur nos capacités d'approvisionnement via la Chine, ou en tout cas, c'est quoi nos perspectives autres que la Russie et l'Ukraine pour les matières alimentaires, pour l'énergie? Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays la France est autonome sur le blé. Ça va dépendre. Après, alors, sur la partie énergétique, donc nos possibilités, c'est la Norvège, puisque c'est le deuxième producteur de gaz. C'est les États-Unis, comptent beaucoup sur du gaz liquéfié. Mais tout le monde en est là. C'est-à-dire que là, forcément, il va y avoir un moment un goulot d'étranglement. Après, la Chine, alors c'est pas forcément l'approvisionnement en matière. Alors évidemment, ils sont producteurs de beaucoup de choses, notamment de métaux. La Chine, c'est un autre sujet. La Chine, ils ont une politique face au Covid un peu particulière. Ils ont une politique zéro Covid. Ça veut dire que la Chine, donc je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine a été durement touchée par le Covid là assez récemment, alors qu'ils étaient passés à peu près entre les mailles du filet jusqu'à maintenant. Ils ont dû, alors la politique zéro Covid, elle les a obligés à fermer des quartiers entiers, voire des villes entières. Donc là, Shanghai et Pékin avaient été fermés en très grande partie. Ça a un autre impact énorme, c'est que quand la Chine arrête de travailler, arrête de faire tourner ses usines, la Chine, il faut bien être clair, la Chine fournit l'ensemble du monde en beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a d'énormes difficultés sur les chaînes d'approvisionnement. Et ça touche tout, quand les ports en Chine sont fermés, il n'y a plus de dockers, les bateaux restent à quai, ça fait des goulots d'étranglement sur les ports chinois. 14% 14% du personnel navigant est soit russe, soit ukrainien dans le monde. Voilà, donc tout est lié. Effectivement, les chaînes d'approvisionnement, il y a un gros sujet sur les chaînes d'approvisionnement. On constate beaucoup de retard. Les entreprises, pour pallier à ces problèmes d'approvisionnement, font énormément de stock. Après, il va y avoir un sujet du stock, la valorisation du stock. Parce qu'aujourd'hui, tout coûte très cher. Si demain, le coût du stock s'effondre, comment les entreprises vont y faire face? L'obsolescence de certaines pièces de stock. Voilà, on est confronté, quand on discute avec des entreprises, avec plein de sujets. Et la Chine, on a un vrai sujet d'approvisionnement avec la Chine. Alors, ça va mieux, on sort du Covid, la Chine repart, on est très content. Mais voilà, il y a effectivement aussi ce sujet chinois. On est bien. Ouais, on est rassuré. On parle peut-être du coup du deuxième sujet, à moins que vous ayez des questions peut-être un peu sur la partie Ukraine, approvisionnement, énergie, où ça va, c'est plutôt clair pour tout le monde. J'ai fait peur à tout le monde.
Ah, la spéculation. Alors, j'en parle pas parce qu'on ne sait pas trop quelle est la part de spéculation sur les hausses de prix, mais effectivement, il y a un vrai sujet de la spéculation sur les métaux, sur le blé. Il y a eu un problème sur le nickel il y a quelques mois avec une grosse entreprise qui s'est retrouvée en grande difficulté. Donc, ça a fait monter les cours du nickel de façon assez astronomique. Oui, oui, il y a une part de spéculation. Oui, on le sait. Euh, on n'arrive pas à savoir quelle est la part de la spéculation dans cette hausse de prix, parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin réellement et d'alimentaire et de métaux. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a ce sujet de spéculation qui nous embête aussi beaucoup. Très bien. D'autres questions? Là, sur les entrepreneurs qui sont dans la salle, vous le voyez vraiment l'impact au quotidien? Il y en a où il y en a qui arrivent à être à l'abri de ça quand même ou pas? C'est plutôt ça la question en fait. Est-ce que certains d'entre vous sont à l'abri de ces problèmes d'approvisionnement ou de choses comme ça? Non, bon, s'il y a des questions, je les répéterai. Mais... Ok, on enchaîne sur la deuxième partie si vous n'avez pas de remarques. Ça va? Deuxième sujet de bonheur et de réjouissance, l'inflation. On en a déjà parlé un petit peu. Donc là, elle est déjà très forte. Ça a commencé depuis un petit moment. C'est pas dû que à la guerre en Ukraine. C'est quoi les causes et c'est quoi les perspectives sur l'inflation? Est-ce que ça s'annonce durable? Alors, l'inflation, donc on vient de parler de hausse de prix, hein. L'inflation, c'est la définition c'est la définition d'une hausse de prix. Oui, l'inflation avait commencé à augmenter avant la guerre. Évidemment, depuis le conflit. Alors, avant le conflit, ceux qui regardent le plus l'inflation, au-delà des consommateurs évidemment, ce sont les banques centrales. On y reviendra tout à l'heure. Les banques centrales se disaient l'inflation va rester temporaire, on n'a pas besoin d'agir. Bon, non, en fait, ils vont agir. Ils ont commencé à agir fin d'année dernière et ils agissent très 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 fortement. On reprendra le mécanisme rapidement après. Donc l'inflation devait être temporaire. Avec le conflit, c'est ça que le conflit a amené en plus, c'est que l'inflation va être durable. Le coût des entrants, enfin le coût des matières premières qui a explosé, évidemment. Le coût de toute la partie énergie représente 50% des hausses de l'inflation. L'inflation, quand on parle d'inflation, on avait une inflation qui était autour de 0% depuis des années, hein. Depuis 2008, les banques centrales sont tellement intervenues sur les marchés que l'inflation était très proche de zéro. Aujourd'hui, donc l'inflation en France, non en Europe, pardon, l'inflation en Europe était de 8,6, je crois, sur le mois de juin. 8,6%, c'est énorme. L'inflation américaine est au même niveau et on a en Europe 9 pays qui ont une inflation au-dessus de 10%. Et on pense que l'Europe peut finir autour de 10%, ou en tout cas peut à un moment donné toucher une inflation à 10%. Cette inflation est expliquée par tout ce qu'on vient de se dire, à savoir la hausse de l'énergie, la hausse de l'alimentaire. Il y a 8% et un peu plus de 8% d'inflation qui est liée à l'alimentation. Donc l'inflation, c'est un vrai sujet. On pensait que ça allait vraiment être temporaire. On considère finalement qu'on n'en est qu'au début. Enfin, on a quand même fait un bout de chemin, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et pour lutter contre cette inflation, la seule solution qu'ont trouvé les banques centrales, c'est de remonter très très fortement leurs taux. Alors, le mécanisme très simplifié, c'est si les banques centrales remontent les taux, il y a moins d'intérêt à faire du financement pour les entreprises, mais même pour les particuliers. Donc forcément, les particuliers consommeront moins, les entreprises tourneront moins. L'idée est que la croissance se réduise un petit peu, que les gens achètent moins et que les prix rebaissent un peu. Ça, c'est le mécanisme sur le papier. Ça fait 12 ans qu'on n'y arrive pas. Alors on essayait de faire remonter l'inflation. Ça y est, l'inflation remonte. Maintenant, les banques centrales sont en train d'intervenir très 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 fortement sur le marché des taux, puisque c'est le principal objectif d'une banque centrale, hein, c'est de lutter contre une inflation au-delà de 2%. Donc elles veulent une inflation autour de 2%. On est à 10, enfin 8,5. Donc là, voilà, toutes les principales banques centrales du monde sont en train de remonter les taux, à part le Japon. Ils sont toujours un peu à contre-courant. Mais la Réserve fédérale américaine a décidé de remonter ses taux quasiment à chaque réunion. Donc ils ont une réunion toutes les 6 semaines. Donc les taux américains qui étaient très proches de 0 vont vite être très proches de 2,5, voire 3. Et c'est pareil pour l'Europe. On avait des taux à 0%, on avait des taux
taux de dépôt négatifs. Ça, c'est fini à partir de juillet et de septembre, puisque la BCE vient de nous annoncer qu'elle allait monter ses taux en juillet, en septembre, et on considère qu'en octobre, il devait y avoir aussi une hausse de taux. Donc voilà, les taux repartent à la hausse. Alors ça va évidemment impacter toutes les entreprises, puisque en termes de financement, vous allez forcément les taux vont être un peu plus chers. Ça veut dire que c'est la fin de l'argent pas cher, en gros, c'est ça? C'est la fin de l'argent pas cher. Alors, je vais juste le dire autrement, mais c'est toujours dur de le dire comme ça, mais parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un peu oublié avant 2008, mais les taux étaient à 4%, ça ne choquait personne. Les taux étaient à 4%, on était dans un monde à peu près normal. Les banques centrales n'avaient pas mis l'économie mondiale sous perfusion, ce qui est le cas depuis 2008. Donc depuis 2008, il faut bien comprendre que le fait d'avoir baissé les taux de façon très nette pour aider la croissance à repartir, les banques centrales ont mis effectivement toute l'économie sous perfusion. Elles ont fait énormément d'efforts pour apporter de la liquidité à travers les banques commerciales qui redonnaient cette liquidité aux entreprises. Et quand les banques commerciales ne faisaient pas assez bien leur travail, la BCE les a un peu punis en leur disant tous les dépôts que vous êtes obligés de nous mettre à la BCE, maintenant ils vont être négatifs. Ça veut dire que quand vous mettez 1 ou 2 milliards auprès de la BCE en dépôt, il faut en plus que vous payiez des intérêts. Donc ça incitait plutôt les banques commerciales à arrêter de mettre l'argent qu'elles avaient dans leur bilan au niveau de la BCE et plutôt à prêter à l'économie, ça leur coûtait nettement moins cher. Donc ça, c'est terminé, effectivement. L'argent facile, l'argent gratuit, c'est terminé. On va repartir sur un monde finalement normal avec des taux normaux qui ne sont pas dictés par des banques centrales qui doivent refaire monter la croissance. Et ça, donc la BCE, pour être sûr de bien comprendre, c'est leur seul outil pour lutter contre l'inflation de monter les taux, ou elles ont d'autres outils? Et deuxième question un peu bizarre, est-ce que ça fonctionne réellement? Tout à l'heure, tu le disais un petit peu en demi-mot, que ce n'était pas forcément le plus efficace non plus. Alors, c'est une bonne question. Avant 2008, donc l'objectif d'une banque centrale, c'est d'avoir une inflation autour de 2%. Ça, c'est quasiment l'unique objectif. C'est plus tout à fait vrai, mais c'est l'objectif principal. Et pour ça, effectivement, quasiment l'unique outil d'une banque centrale, c'est de jouer sur les taux. Et les taux très courts, c'est les taux au jour le jour. Alors, ça drive toute la courbe de taux. Et ça, effectivement, ça n'a pas beaucoup fonctionné, puisqu'une fois que les taux étaient à zéro, on ne pouvait pas les baisser plus. Enfin, les taux de dépôt négatifs, mais les taux de refinancement à zéro, on n'a pas pu les baisser plus que ça. Du coup, il a fallu effectivement trouver d'autres outils. Alors, on est rentré, peut-être que vous en avez pas entendu parler, les banques centrales ont été très imaginatives en termes d'outils. Elles ont mis en place les quantitative easing. Les quantitative easing, il faut voir que c'est comme un grand marché de l'occasion. Il y a des gens qui ont des dettes et la banque centrale rachète ces dettes. Et en rachetant les dettes, ça fait monter les prix des obligations. Et alors le mécanisme est que quand le prix d'une obligation monte, le taux d'intérêt baisse. Donc ils ont fait ça pour essayer une fois qu'ils avaient baissé les taux au jour le jour, ils ont racheté des obligations à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans, pour essayer de faire baisser toute la courbe des taux à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans. Parce que des taux à 7 ans, c'est les taux utilisés par les entreprises pour se refinancer, parce que voilà, ils voulaient et puis ça a de toute façon tiré toute la courbe des taux sur toutes les maturités à la baisse. Donc voilà, ils ont mis en place du quantitative easing, ils ont mis du TLTRO. Alors ça, c'est des conditions préférentielles pour les banques commerciales pour pouvoir prêter de l'argent à des taux moins chers que le marché. Donc oui, ils ont été imaginatifs sur le... Ça a plus ou moins bien fonctionné. Et le but était effectivement de remonter cette inflation qui était autour de 0%. Parce que l'inflation, on en veut quand même un peu. Parce que le problème de l'inflation, c'est que si vous n'avez pas d'inflation ou si vous rentrez dans une déflation, c'est-à-dire des prix qui baissent, ça grippe un peu toute l'économie. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes particulier, vous souhaitez acheter un appartement. S'il y a de la déflation, les prix baissent un peu. Vous reportez mois après mois vos achats, parce que vous vous dites le mois d'après, ce sera moins cher, le mois d'après, ce sera moins cher, et vous bloquez toute l'économie. Donc on veut un peu d'inflation pour pallier à ce type de problématique-là. Et une inflation à 2%, on considère que c'est une inflation qui est saine et voilà, qui permet aux entreprises de fonctionner, de monter un peu leurs prix. Ouais.
L'objectif, c'est ça, c'est 2% et que les gens, l'argent circule, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Une économie normale, une inflation à 2%, l'argent circule. Les taux utilisés seraient des taux de marché et pas des taux qui viennent d'une perfusion économique des banques centrales. Donc, on va essayer de revenir dans un monde normal. Alors moi, je discute beaucoup de ça avec les entreprises, qui évidemment ça fait 12 ans qu'on parle de taux à 0% et donc des taux pas très chers à 10 ou 15 ans autour de 1%. Bah oui, mais ça ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam. Mais c'était aligné au départ, pas du tout le but de laisser cette économie sous perfusion et que les mécanismes économiques ne fonctionnent plus parce que les banques centrales étaient au chevet des pays, quoi. Et donc l'impact de tout ça, ça joue sur la croissance forcément. Alors oui, il y a effectivement un gros arbitrage à faire entre lutter contre cette inflation et donc lutter contre l'inflation et maintenir la croissance. Alors les deux ça peut être compatible, mais ça va être compliqué. Les banques centrales ont clairement décidé de lutter contre l'inflation. L'inflation va poser des soucis. On a vu ce que ça avait donné en France avec les gilets jaunes. Quand vous avez, quand l'essence est à 2,50 €, quand le coût du gaz. Alors, on est très aidé en France parce qu'il y a un bouclier énergétique qui a été mis en place. Quand l'électricité a fait plus 40%, on a une hausse de plus 4%. Là, on a un petit cadeau de 18 centimes qui, évidemment, ne suffira pas pour pas mal de personnes. Mais le gouvernement essaye de faire attention. C'est pas qu'en France. Il y a pas mal de pays qui essayent de lutter aussi et d'aider les consommateurs à survivre dans cette inflation galopante. Mais oui, on va avoir des sujets. Aujourd'hui, les économies et la croissance tiennent sur la consommation en grande partie. Si la consommation s'arrête, quid de la croissance, quid du PIB? On le revoit mois par mois à la baisse, ce PIB, que ce soit sur la zone euro et même sur les États-Unis, même si on considère que la croissance aux États-Unis sera un petit peu plus résiliente parce que les ménages ont beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'épargne pendant le Covid. Les États-Unis ont découvert l'aide sociale. Le gouvernement a fait des chèques à beaucoup de personnes, mais vraiment des chèques. Ils ont reçu des chèques dans leur boîte aux lettres parce que les gens ne pouvaient plus travailler pendant le Covid. Donc les gens ont reçu des chèques dans leur boîte aux lettres et il y a eu un moment où les gens gagnaient plus d'argent à rester chez eux à travers les chèques qui étaient donnés par le gouvernement que d'aller travailler. Ça a posé un vrai problème aux États-Unis parce que les gens ne sont pas revenus travailler tout de suite. Ils se sont dit moi je suis bien chez moi et puis j'ai peur du Covid et puis je dois aider des gens qui ont le Covid. Donc à un moment donné il a manqué quand même beaucoup de monde sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et ça c'est aussi un vrai sujet. Alors je ne sais pas si à travers vos entreprises vous le voyez, mais on a aussi une vraie difficulté aujourd'hui sur l'emploi, sur recruter des gens. Ça touche beaucoup de secteurs. Ça, c'est alors en France comme dans beaucoup d'autres pays, mais on a un vrai sujet lié à l'immigration, puisque pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont repartis dans leur pays parce qu'ils ne voulaient pas être confinés dans des pays où ils travaillaient, mais repartir auprès de leur famille quand les familles ne vivaient pas avec eux. Et donc on a une pénurie de main-d'œuvre liée à l'immigration qui est très importante. C'est vrai dans toutes les zones du monde. Et ça, il va vraiment falloir qu'on réouvre les frontières de l'immigration pour le travail, parce qu'on va manquer de main d'œuvre. Alors pour lutter contre ça, il devrait y avoir des hausses de salaire quand les entreprises peuvent les absorber, mais aujourd'hui ça tarde à venir. Et du coup, on a des pénuries un peu partout, restauration, transport, il y a de la pénurie un peu partout, dans les crèches, dans les centres de loisirs, puisque ça va être le sujet peut-être pour vous des vacances avec vos enfants. Il y a un vrai sujet de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, et il va falloir qu'on arrive à combler ce problème. Bon, ça fait des belles perspectives. Ouais. On est encore dans les bonnes nouvelles. Il y a un moment donné, ça ne va pouvoir qu'aller mieux. On va pouvoir que remonter.
Et ça, juste la question de la récession, c'est une notion qui est durable par rapport à de la décroissance ou alors je ne sais plus exactement les définitions, mais donc, est-ce que ça s'annonce durable? Et si oui, c'est quoi le durable? Alors, la récession enfin, il va y avoir plusieurs problèmes de récession. Alors, le premier problème, c'est ce qu'on se disait, la hausse des prix. Les gens vont devoir arrêter de consommer. Euh, je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas fini. Les coûts de production et les coûts d'importation pour une entreprise ont augmenté de 30% sur un an, quand l'inflation du consommateur a augmenté de 8%. Donc ça veut dire que soit à un moment les entreprises vont plus y arriver, soit il va falloir repasser des hausses de coûts, des hausses de prix. Euh, Déjà que c'est compliqué pour beaucoup de monde, il va y avoir vraiment un arbitrage de consommation. On avait une discussion avec la grande distribution là, qui voyait des gens partir de grandes enseignes. Alors je vais essayer de toutes les citer pour ne pas faire de pub, et donc de grandes enseignes type Carrefour, Auchan, Leclerc, pour plutôt revenir sur des discounters. Ça, c'est une première. Enfin voilà, on se rend. Enfin, Lidl, je ne sais pas si je peux en citer plein, mais bon, Lidl a vu son chiffre d'affaires exploser là. Il y a beaucoup de gens qui historiquement faisaient plutôt leurs courses dans les grandes distributions et qui maintenant viennent chez Lidl. C'est un petit exemple, mais ça vous montre que les habitudes de consommation sont en train de changer et que les gens font de plus en plus attention. Et donc ça, forcément, ça va à un moment donné, s'il y a moins de consommation, ça va forcément gripper un petit peu l'économie, la croissance, le PIB. La deuxième récession, c'est que la récession peut venir aussi du fait que, on parlait de l'énergie tout à l'heure, si jamais demain on doit couper des entreprises, il ne peut pas y avoir de croissance sans énergie. Si demain on décide que l'énergie est trop chère et qu'on en manque et qu'il faut réduire certains secteurs d'activité à cause de ça, forcément la croissance va aussi en prendre un coup. Donc oui, la récession, il y a un sujet sur la récession. Ça touche la zone euro et les États-Unis. On se disait à un moment donné, c'est pas grave parce que les gens ont épargné tellement pendant le Covid que à un moment ils vont pouvoir ressortir cette épargne. En vrai, les gens qui ont épargné, c'est 10% de la population. Alors, ils ont épargné beaucoup, beaucoup. Donc quand on regarde l'épargne globale, oui, elle a fortement augmenté. Mais en vrai, c'est 10% de la population qui a réussi à épargner pendant le Covid, pas plus. Donc ce sont les mêmes personnes qui avant avaient un pouvoir d'achat important, qui l'ont toujours. C'est pas la grande majorité de la population qui a pu épargner et donc qui va pouvoir tout de suite reconsommer avec tout ce qu'ils ont épargné. Donc oui, il y a effectivement un sujet de récession et c'est pour ça qu'on voit les scénarios de croissance à la baisse depuis quelques temps. Trop bien. Oui. Peut-être pour finir sur une note un peu plus sucrée, c'est quoi nos armes, en tout cas nous entrepreneurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà ne pas trop souffrir de ça et peut-être le combattre si besoin comment... Alors, moi, je n'ai pas de conseils ou d'astuces. Par contre, moi, ce que je vois quand je vais discuter avec les entreprises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont, pour essayer de lutter contre les pénuries partout, ils ont essayé d'accroître leur stock. Alors, évidemment, ça a un coût, mais ça, c'est la principale solution que les entreprises ont trouvée. Après, je discutais avec une entreprise qui fait de l'électronique. C'est très compliqué parce que sur une carte mère où il y a 1000 composants, il suffit qu'il en manque 2 et ils ne peuvent pas sortir leur carte mère. Donc, ils ne peuvent pas sortir leur produit final. Donc, voilà, c'est tous ces petits sujets alors, évidemment, il va y avoir sûrement un sourcing qui va être réfléchi. Aujourd'hui, on se source beaucoup en Asie. Peut-être qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour se sourcer, peut-être du plus court. Alors, on n'a pas parlé du fret, mais les coûts de fret ont explosé, liés à plein de choses. Je vous disais, le personnel navigant qui est russe ou ukrainien, mais ça venait d'avant. Des bateaux qui partent de Chine pour aller beaucoup aux États-Unis et du coup les conteneurs restent aux États-Unis, ils ne sont pas en Europe. Donc si vous voulez des conteneurs, faut payer. Enfin voilà, il y a eu aussi un vrai sujet sur le coût du fret. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de CMA-CGM, mais ils sont assez impressionnants. Donc il y a ce vrai sujet-là de sourcing,
d'aller chercher moins loin pour payer moins cher. Donc voilà, il y a quelques... Mais c'est pas évident, hein, parce que vous gagnez peut-être sur le fret et sur le temps d'approvisionnement, bah, vous allez peut-être le payer sur les coûts de production. Donc oui, il y a vraiment de gros sujets. Et la Chine est un gros sujet. Juste pour finir sur la croissance, on a eu les chiffres de la balance commerciale allemande. Ça ne nous rassure pas. Il y a quelques jours, là, ils sont déficitaires. Donc la balance commerciale, hein, l'exportation moins les importations. Donc l'Allemagne est depuis 1991 plutôt exportatrice nette. Donc ils ont une balance commerciale très positive. Voilà, ça fait la première fois en 31 ans que l'Allemagne est passée déficitaire de 1 milliard d'euros. Alors 1 milliard d'euros, ça nous paraît énorme. Ça reste relativement soutenable pour l'Allemagne, mais ils sont déficitaires pour la première fois depuis 31 ans. À la même période, il y a un an, où c'était pas super évident, ils étaient bénéficiaires de 13 milliards d'euros. Donc voilà, il y a quand même quelques signes qui font que on se dit en termes de croissance, parce que évidemment la balance commerciale est un élément de croissance, on va faire très attention à la croissance. Après, les signes positifs, c'est qu'à un moment donné, ce conflit s'arrêtera. Alors, je ne sais pas quand, mais il va s'arrêter, qu'on va peut-être trouver des solutions, qu'on va peut-être rediscuter avec la Russie. Alors, je ne pense pas. Hein. Je pense que le point positif, c'est c'est que l'Europe va réfléchir à son indépendance énergétique, ou en tout cas à une autre façon d'utiliser l'énergie. Et je pense que la transition énergétique dont on parle depuis un moment, si elle n'était pas arrivée jusqu'à maintenant, on va commencer à accélérer les choses et les processus, parce qu'ils se rendent bien compte qu'être dépendant d'un ou deux pays, ça peut vite être très très compliqué. Alors, si on parle du charbon, il va falloir réouvrir des usines à charbon, hein. Enfin, c'est sûr, alors que tout avait été fermé et qu'on avait dit plus jamais ça. L'Allemagne, enfin pas que l'Allemagne, mais l'Allemagne est un pays qui utilise beaucoup de charbon, qui avait décidé d'arrêter. Oui, forcément, on est obligé de réouvrir des usines à charbon. On n'a plus de gaz, on n'a plus de l'électricité, c'est compliqué. La Russie a coupé l'électricité à beaucoup de pays. La Finlande était le premier pays, mais d'autres ont suivi. Voilà, il va falloir trouver des alternatives. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle du charbon. Euh, la France, qui est très dépendante du nucléaire, il y a un vrai sujet, parce qu'il y a énormément de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Et on n'est toujours pas sûr de savoir de quoi on est en train de parler, et donc c'est pour ça que les centrales nucléaires sont à l'arrêt. Donc énergétiquement parlant, oui, il y a un sujet. Après, le nucléaire va forcément revenir. Il y a beaucoup de débats, il y en aura encore beaucoup, mais aujourd'hui, il va vite falloir qu'on trouve des solutions, et une des solutions sera le nucléaire en France. Oui. Voilà. Alors, voilà, on est là pour ça. L'idée, c'est d'être innovant, de trouver des solutions. Heureusement que vous êtes là pour trouver des idées, des solutions à tous ces sujets-là. On compte évidemment sur vous. Mais oui, je pense qu'il va falloir qu'on revoie un petit peu nos façons de faire, de consommer, de travailler. On n'a pas parlé de télétravail, mais c'est peut-être un sujet au problème de hausse du pétrole voilà, en partie. Enfin, c'est pas que le télétravail ne peut pas s'appliquer partout, mais ça peut être un début de sujet de transition énergétique. Enfin, voilà, il va falloir mettre beaucoup de choses dans la balance pour réagir positivement à tout ce qui se passe. Mais je pense vraiment que ce conflit va nous apporter des choses positives en termes de transition énergétique. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est que la crise Covid nous a obligés à anticiper, en tout cas, ce genre de problématique, et nous a poussé à nous poser ces questions il y a déjà 2 ans finalement. Oui, c'est vrai. Alors le Covid a été un vrai déclencheur de pas mal de choses, donc ça c'est bien, mais comme souvent, c'est face à l'adversité qu'on trouve des bonnes solutions. Après le Covid, ça serait bien qu'il nous oublie un peu. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va en entendre un peu parler cet été. Mais effectivement, on a maintenant un peu d'historique sur le Covid, et on pense qu'on va savoir réagir, même s'il y avait une épidémie à nouveau. On pense qu'on va savoir réagir, et on parlait du télétravail. Je pense que le télétravail est une des solutions. Ouais. Effectivement,
au-delà du problème évidemment de santé, mais pour l'économie et les entreprises, c'est une des solutions qui a été, qui a fait ses preuves sur 2020 et 2021. Super, merci Julien, on peut l'applaudir. Merci. Merci, bravo.